Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Avec ses 600 châteaux et villages perchés, la Drôme raconte l'histoire de ces grandes familles qui ont marqué le destin de la France. Au centre du département, la rivière qui lui a donné son nom irrigue une vallée fertile au lieu de l'agriculture biologique. Au sud, les champs gorgés de soleil affichent des airs de Provence. Un aspect moins connu du département, ce sont ses reliefs spectaculaires. Des géologues du monde entier viennent en Drôme pour étudier ces paysages étonnants. Le Fox Golf Alpha Bravo, on est près des parcs. Écrivain et géographe, Bernard Foreyroux connaît bien ces curiosités naturelles. C'est parti, décollage. Alors là maintenant on est en train de tourner, on va se mettre en face du Vercors. On va prendre une direction vers le sud-est. Voilà. Ces paysages tourmentés se sont formés alors que la région était immergée sous un immense océan. Imaginez qu'on est sous l'eau. Si on remonte il y a 200 millions d'années, on est en train de survoler un immense océan qui va jusqu'au Pacifique Sud. C'est ce qu'on appelle la Tétis. Composés de roches tendres, les massifs calcaires ont été sculptés par l'eau et le vent. À certains endroits, l'érosion a même aplati le sommet des montagnes. Un peu plus loin, elle a découpé les falaises en forme de demi-cercle. Sur le flanc sud du Vercors, voici le cirque d'Archiane. Ce cirque d'Archiane est un des plus beaux de France et c'est un des endroits les plus visités par les touristes pendant toute l'année parce qu'il a cette forme absolument incroyable de fer à cheval. Ce qu'on observe très bien, c'est qu'en fait, là, il y a la falaise et puis il y a la rivière qui a attaqué la falaise et qui a fait ce qu'on appelle une reculée. Le vol se poursuit en direction des Sucettes de Borne. Ces lames de calcaire verticales forment une succession de sculptures naturelles. Ah, c'est vraiment insolite parce que vous avez l'impression d'être entouré de gigantesques menhirs un peu. Vous avez l'impression d'entrer dans un monde qui serait un monde imaginaire, un monde féerique. On les voit très très bien là sur notre droite. Ils sont magnifiques. Vous voyez ces lames de pierre qui sont côte à côte et on voit bien ces espaces dont les marnes ont été lessivées qui sont entre les lames de pierre. La légende dit qu'un petit enfant, en 1938, se promenant là avec son père, a dit « Papa, papa, regarde, on dirait des sucettes ». Et le nom est resté des Sucettes de Borne.
peu plus à l'ouest, notre géographe nous emmène découvrir le phénomène naturel le plus étonnant de la Drôme, la forêt de Soux. Ce vaisseau de pierre a surgi de la Terre il y a environ 85 millions d'années. Au gré des soubresauts de l'écorce terrestre, il a pris la forme d'une cuvette quasi hermétique. Les géologues appellent ce type de relief un synclinal perché. Alors vous voyez cet ovale quasi parfait qui est entouré de falaises. C'est des falaises d'un calcaire dur. Cette forme si particulière ressemble à une barque. C'est pas une image qui vient de moi, elle remonte en fait à Louis XV. À la proue du navire, les Trois Becs, sommets emblématiques pour tous les Drômois. Il culmine à près de 1600 mètres de hauteur. Les crêtes que vous voyez sont très effilées, vous avez dû le remarquer. On appelle ça parfois même des lèvres, tellement c'est fin. Oh, c'est vraiment incroyable. Quel bonheur. Haroun Tazieff, le grand volcanologue, disait de la forêt de Soux que c'était un des plus beaux paysages du monde. Et je le crois volontiers parce qu'effectivement, ce synclinal fermé comme ça, c'est vraiment unique au monde. Nous sommes à la fin de l'été. Cet homme se prépare pour une récolte hors norme au cœur de la forêt de Soux. Il va ramasser les graines de ces géants, les cèdres de l'Atlas. Vincent Doucet fait partie d'un collectif de passionnés de grimpe d'arbres, les Voyageurs des Cimes. Et ben là, il faut faire attention à bien choisir sa branche. Voilà, trouver des bons appuis. Trouver l'équilibre dans l'arbre. C'est un peu une gestuelle, ça. On se rapproche de la danse. Essence exotique, le cèdre de l'Atlas a été planté en forêt de Soux à la fin du 19e siècle. Sa floraison a lieu en septembre, sous forme de cônes de couleur verte. Ils atteignent leur maturité au bout de 3 ans. Et c'est là qu'interviennent les récolteurs de graines. Voilà, c'est tout l'avenir de l'arbre. Dans un petit cône comme ça, on va retrouver les graines avec leurs ailettes qui, dans la logique des choses, seront disséminées par la nature. Donc nous, on vient les ramasser avant qu'elles ne s'envolent au vent pour justement récupérer cette petite graine qui, dans quelques années, donnera des arbres aussi grands que celui-là dans lequel on est. Les grimpeurs sont missionnés par l'Office national des forêts. Ces arbres pourraient révéler un gros potentiel génétique pour de futures replantations. Leurs graines sont aujourd'hui un objet d'étude. L'originalité de cette graine ici qu'on retrouve en forêt de Soux, c'est d'avoir un fort potentiel génétique d'adaptabilité au milieu. Donc ça fait qu'elle pourra se réimplanter sur des milieux très secs, très arides, mais aussi supportant des températures très faibles, jusqu'à moins 25 degrés par exemple. Vincent et Olivier passent ainsi tout l'automne de branche en branche. C'est un peu un échappatoire, c'est un endroit où on oublie le temps en fait quelque part. On passe avec mes collègues, on passe des journées dans les arbres et on voit pas le temps passer. On se libère de la pesanteur quelque part parce qu'on peut se balader. On est sur nos bouts de branches, même si on a des petites appréhensions, parce que c'est un peu des sensations différentes que ce qu'on a au ras du sol.
Ah, c'est toujours un grand moment d'arriver là. Ah, c'est magique. Alors, on a souvent dit que cette forêt de Soux était le poumon vert de la Drôme. Et ben une fois de plus, là, depuis ce cèdre de l'Atlas, ça se confirme. Une vue imprenable là, sur le cœur de la forêt de Soux. On est tout petit. C'est vraiment magique. Sanctuaire de nature sauvage, la forêt de Soux est protégée par le département au titre d'espace naturel sensible. Emblème du synclinal, le chamois règne sur les parois rocheuses. Avec sa forme unique, cette cuvette abrite une mosaïque de paysages. Entre garrigues méditerranéennes et prairies alpines, 4 milieux différents cohabitent ici. Aujourd'hui, c'est un domaine public, mais pendant longtemps, la forêt de Soux a été une propriété privée. Au début du XXe siècle, Maurice Burrus, magnat du tabac, est tombé amoureux de la forêt par hasard avant de l'acheter en 1924. Véritable visionnaire, il rêve d'en faire un lieu de promenade ouvert au public. Pour accueillir ses hôtes les plus fortunés, il bâtit une auberge à la hauteur de ses ambitions. Construit en béton armé, ce bâtiment est une réplique du Petit Trianon de Versailles. Écoute, on va aller voir le Salon Doré maintenant. L'auberge des Dauphins était un lieu au luxe unique dans la région. Elle était réputée pour son restaurant gastronomique. Ce joyau devrait bientôt être restauré par le département. Donc c'est un restaurant qui a quand même eu 2 macarons et 3 fourchettes au guide Michelin 3 années de suite. Donc c'est quand même une cuisine qui était assez raffinée, assez recherchée. Il y avait 4 petits salons et il y avait à l'intérieur des tables qui étaient organisées, les gens pouvaient manger. Et puis, au fond de la pièce, dans la partie donc la plus large, il y avait un piano qui était installé là. Et les gens se souviennent encore des concerts et de la musique qui était donnée les dimanches après-midi. C'est pour eux encore un souvenir très, très émouvant. Ça devait être extraordinaire, l'ambiance ici. C'était vraiment très fastueux. Et puis, avec ce cadre, avec la forêt par les fenêtres, c'est magnifique. Oui. Pendant une dizaine d'années, l'auberge des Dauphins connaît une période de grande prospérité. Toute la bourgeoisie locale s'y rend en voiture le dimanche. On y organise aussi des concours de pétanque. Et sur le toit-terrasse se tiennent des bals mémorables. Une ambiance fastueuse qui imprègne encore les lieux. Moi, je suis fascinée par ce lieu et je trouve que c'est une chance justement qu'il soit resté en état tel qu'il a été fait dans les années 30 et maintenant de pouvoir justement le valoriser en espérant pouvoir garder justement cet esprit, l'esprit du lieu, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce bâtiment. Toute cette vie qu'il y a eu à l'époque, on espère pouvoir la retraduire justement pour l'ouverture de l'auberge. Délaissé à la mort de Maurice Burrus en 1959, l'édifice s'est peu à peu dégradé. Des traces de ses décors raffinés subsistent sous la poussière. À l'étage se trouvait une seconde salle de réception pour un public moins fortuné. Il y avait des tables qui étaient donc alignées sur l'ensemble de l'espace, donc des tables en bois, style années 30, et quelques lustres aussi qui étaient suspendus au plafond. Alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, ce sont les ouvertures qui donnent sur l'extérieur, avec cette alternance donc de fenêtres à la fois avec l'arc en plein cintre, et puis ces fenêtres ovoïdes qui ont une forme tout à fait originale. On espère les restaurer pour pouvoir les conserver. Témoin du rêve d'un homme, le bâtiment, une fois restauré, sera ouvert au public.
À l'est de la forêt de Soux, la vallée de la Drôme traverse le Diois. Au pied des montagnes du Vercors, cette région s'étend autour de la ville de Die. Au cœur de ce territoire rural, le petit village de Sainte-Croix perché sur son éperon rocheux. Il abrite un ancien monastère construit au début du XIIe siècle. L'édifice a été occupé pendant longtemps par les Antonins, un ordre de moines hospitaliers. Est-ce qu'il reste du thé? Il faut pomper, hein, comme les Shadocks. Hein. Le bâtiment a été repris en 2011 par des habitants du territoire pour en faire un lieu d'accueil de groupe. C'est agréable de faire vivre un lieu chargé d'histoire. Voilà, je sais pas, le bâtiment date de 1104, donc ça en est passé des choses ici, quoi. Hein. Et en plus, on va dans la continuité. Les moines qui étaient ici à l'époque, c'était des moines hospitaliers, donc c'était déjà des gens qui avaient le souci de l'autre et d'accueillir l'autre. Ça va dans la même direction, quoi. Après avoir repris le monastère, la nouvelle équipe a décidé de réhabiliter l'un de ses joyaux, l'ancien jardin des moines. Ils ont confié cette tâche à Grégory Lemoine, un ethnobotaniste. Son objectif, en faire une vitrine du savoir-faire des Antonins en matière d'herboristerie. C'est un défi pour moi de me dire quelles plantes mettre pour montrer aux gens, pour pouvoir transmettre aux gens. Et avec cette contrainte, d'essayer de mettre des plantes justement de l'époque du Moyen-Âge, qui est une contrainte positive. Donc c'était un bon exercice de style pour moi, de faire des recherches biblio là-dessus, et puis aussi sur l'ordre des Antonins et les plantes médicinales qui pouvaient être utilisées à l'époque. Ouais. Un monastère sans jardin, ça perd beaucoup de son sens, ça perd beaucoup de son intérêt. Les Antonins étaient détenteurs d'un grand savoir sur les vertus des plantes. À Sainte-Croix, ils soignaient avec ces herbes un mal bien particulier, le feu de Saint-Antoine, ou ergotisme, un fléau récurrent au Moyen-Âge. Cette affection était due à l'ingestion d'un champignon infectant le seigle. Comme la lèpre, elle pouvait faire tomber les membres des malades. Parmi ces plantes guérisseuses, l'Achillée millefeuille. Au niveau de son nom, donc on voit millefeuille, hein, donc elle a des feuilles très découpées, composées. Et Achillée en référence donc à Achille, le demi-dieu grec, qui utilisait ces plantes pour soigner ses soldats. Et ensuite, elle a été utilisée notamment dans la forme gangréneuse de l'ergotisme. La posologie, c'était de faire une décoction d'Achillée qu'on mélangeait avec de la farine d'orge ou d'épeautre pour appliquer sous forme d'emplâtre sur les membres endoloris. Ce matin, c'est jour d'entretien avec les bénévoles de l'association. Parmi eux, des habitants de Sainte-Croix qui viennent régulièrement donner un coup de main. Le jardin du monastère est ainsi devenu un lieu de vie important du village. Tu vois, les tiges du bas, à la limite, tu peux enlever un petit peu pour faire un peu plus propre, quoi. Mais vraiment juste le bord, tu vois, pour éviter que ça s'étale trop, qu'elle reprenne un petit peu de verticalité. Ouais. L'idéal, ça serait qu'effectivement, les gens de Sainte-Croix, les gens de la vallée de Quin, puissent sentir ce jardin comme faisant partie d'un patrimoine, hein, sans mettre un grand P, mais voilà, en tout cas d'un outil qui est à leur disposition, tout simplement pour se balader, pour voir des jolies fleurs, mais aussi pour apprendre sur les plantes. Ça me semble très important. Dès la réouverture du monastère, la nouvelle équipe a aussi entamé des travaux de restauration du bâtiment. Frédéric Sauvage, l'un des responsables du lieu, supervise un premier chantier au sous-sol du bâtiment. Alors là, on descend dans les caves du monastère. Hein. Ces caves étaient essentiellement du temps des Antonins. C'était des caves qui servaient d'accueil au niveau des chevaux et de stockage sûrement de plantes et autres matériaux. Et donc là, on a une future salle de spectacle. Les travaux de réfection sont réalisés uniquement avec des matériaux naturels, comme ces pigments. On a terre d'ombre naturelle, donc ça ressemble à ça. Après, on a des ocres jaunes, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal en Provence. Pour les enduits, des copeaux de bois, récupérés dans une scierie du coin, et de l'argile, ramassée dans les montagnes de la région. L'objectif est de minimiser l'impact du chantier sur l'environnement.
copeaux élargis. On est dans un lieu, déjà, ils utilisaient les matériaux issus de la terre, donc je pense qu'il faut perpétrer cette tradition et pas faire n'importe quoi en termes de rénovation. La terre est là pour offrir des choses, donc voilà. Ça a du sens pour nous et ça a du sens aussi pour les générations futures. Voilà, pour nous, c'est une évidence. Voilà. Ces enduits naturels sont travaillés selon des méthodes ancestrales. Pour la main-d'œuvre, l'équipe du monastère a fait appel au Greta local, une structure qui forme de jeunes adultes en réinsertion. Donc là, on va aller dans le jardin des moines, qui se trouve sur la façade sud du monastère. Donc on l'a appelé le jardin des moines parce que c'était sûrement un lieu qui était utilisé par les Antonins à l'époque, sûrement pour faire du maraîchage. C'est un jardin qui est suspendu, donc qui domine la vallée de la Drôme, avec la rivière Drôme qui est dans le contrebas. À l'arrière du bâtiment, un deuxième chantier de réhabilitation est en cours. Les apprentis préparent la façade avant de l'enduire à la chaux. Le but est d'éviter les infiltrations qui pourraient endommager les voûtes en pierre du XIIe siècle, les plus anciens vestiges du monastère. Notre objectif, c'est que ça devienne vraiment un outil de territoire, qui ait de la vie, qui ait du dynamisme. Ce serait uniquement un hôtel, voilà, c'est quelque chose pour lequel on ne porterait pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, de voir ça, on se dit, on participe à notre petite échelle à la sauvegarde d'un bâtiment comme ça qui appartient à tout le monde, aussi bien aux habitants du village qu'au territoire. Le lendemain, Frédéric Sauvage part faire la tournée des fournisseurs du monastère pour se ravitailler en produits frais. Pas besoin d'aller bien loin, la vallée de Quin, juste à côté, abrite une vingtaine d'exploitations agricoles. La plupart sont en bio ou en agriculture raisonnée. À l'image de la vallée de Quin, c'est tout un département qui affiche sa conversion à l'agriculture biologique. La Drôme est aujourd'hui le champion national, avec près de 17% de surface cultivée en bio, contre 4% pour l'ensemble de la France. Sainte-Croix est l'entrée de la vallée de Quin, qui est porte d'entrée du parc du Vercors. Et donc c'est une vallée enclavée, une vallée qui fait une vingtaine de kilomètres de profondeur, et donc qui alimente 4 villages. Ce qui m'attache, moi, c'est ce côté nature, où il n'y a pas de développement urbanistique, où il n'y a pas de grosses structures. On est encore en milieu rural, là. Comme je disais souvent à mes enfants, voilà, quand on ouvre la porte de notre maison, on a la chance d'avoir un jardin qui est immense, quoi. Cette vallée, Frédéric la connaît bien. Il a décidé d'y vivre avec sa femme il y a 20 ans. Comme lui, depuis les années 70, ils sont une trentaine de familles à avoir choisi cet endroit pour s'installer en pleine nature, à l'écart de la ville. Frédéric retrouve son producteur de fromage de chèvre. Jochen Hohn, un Allemand, s'est établi en vallée de Quin avec sa compagne dans les années 80. Encore 2, s'il vous plaît. Pour ces néo-ruraux, le développement de la vallée rime avec la défense du bien manger. Les céréales qui sont stockées là-haut dans 3 silos, c'est des céréales que nous cultivons nous-mêmes, dans une rotation avec la luzerne ou le trèfle. Et puis les soins aux chèvres sont faits à base d'homéopathie ou de naturopathie. À la fromagerie, c'est pareil, il y a un cahier de charge qui définit tous les produits qu'on peut utiliser. C'est bien de venir, puis de voir directement le travail qui est fourni avec les produits après que Jochen met sur les tables au monastère. Ouais, c'est direct. Ça fait 2-3 km de transport. Voilà, c'est du circuit court. Ce qu'on appelle le circuit court, c'est cohérent. Puis comme ça permet de voir l'amour qu'il porte à ses animaux, quoi. Ouais. On y va. Jochen produit du picodon bio, le fromage de chèvre traditionnel de la Drôme.
C'est parti pour devenir du pic-aux-dents. Mais là, il a seulement 1 semaine. Donc là, c'est le même fromage, mais 2 mois et demi plus tard. Donc là, il est bleu, comme un pic-aux-dents doit être. Et il a le minimum de 2 semaines d'affinage. C'est un fromage qui a énormément de succès, parce qu'il est bon, il est vraiment réputé à être très très bon. Et nous, on voit au niveau du monastère, les gens, ils en raffolent, quoi. Ils voient bien que c'est pas du produit industriel, quoi. C'est du produit de terroir. L'arrivée de ces jeunes paysans a permis de freiner la désertification de la vallée de Caen. Frappée de plein fouet par l'exode rural, la vallée et ses 4 villages revivent peu à peu. En fait, nous, quand on est arrivés, beaucoup nous ont dit « Ah bon, t'habites à Saint-Julien-en-Quint, mais c'est le trou perdu au fond du monde, vous allez vous ennuyer ». Et petit à petit, la vallée elle a commencé à se dynamiser. Il y a beaucoup de jeunes qui sont installés, qui sont venus avec des enfants. L'école, quand on est arrivé, je crois qu'il y avait 5 ou 6 enfants. Il y en a une vingtaine, je crois, maintenant, sur Saint-Julien, par exemple. Donc voilà, c'est un renouveau. Et donc, il y a un mouvement permanent. Voilà. Tous les jeudis en été, Sainte-Croix est le lieu de rendez-vous des producteurs bio du Diois. Une trentaine d'entre eux viennent régulièrement pour échanger autour de leurs produits. À l'origine de ce marché, 2 agricultrices de la vallée de Caen qui distillent des huiles essentielles à l'ancienne. Non seulement on rassemble les producteurs, on va rassembler aussi des gens différents au niveau du public, c'est-à-dire les gens du territoire, les néos, les touristes. Et nous, on avait vraiment envie de pouvoir prendre le temps avec le client et de pouvoir raconter non seulement les produits qu'on vend, c'est quoi, mais de quelle manière on travaille. Et ça, c'était vraiment important pour nous. On reste assez convaincus que si on veut changer des choses, si on veut imaginer des vies autrement, eh ben, c'est à plusieurs, quoi. Plus on est de fous, plus on rit. C'est vraiment ça. Installées en vallée de Caen depuis 5 ans, Florence et Nathalie cultivent elles-mêmes leurs plantes aromatiques et médicinales, selon des méthodes 100% naturelles. Nous, on cultive vraiment dans le respect de la terre et des êtres qui l'occupent, quoi. Donc déjà 0 pesticides, 0 produits chimiques. Après, nous, on soigne nos plantes avec des plantes. Enfin, je pense que si on a envie que la terre reste nourricière, eh ben, c'est important de continuer à être avec elle, à la nourrir aussi, et puis être dans cette justesse, quoi. Le soir, le marché de Sainte-Croix se transforme en cantine de plein air. Au menu, des plats bio préparés avec les produits frais des exposants. Pour nous, c'est un chouette moment. Ça fait vivre la place du village. Voilà, pour nous, c'est une réussite. Et puis, voilà, on sent les gens heureux, contents. Voilà. Et puis, je crois que les producteurs aussi s'y retrouvent, hein. Les gens viennent pour ça. Ils savent qu'ils trouvent des producteurs avec des produits de qualité. Je pense que tout le monde est gagnant et c'est vrai que c'est une belle ambiance, quoi. Voilà. À bord de cet avion, Anne-Marie Clapier, l'architecte qui s'occupe de la restauration de l'auberge des Dauphins. On voit bien la confluence de l'Isère et du Rhône. À ses côtés, Christelle Burgard, conservateur en chef du patrimoine de la Drôme. En mission pour le compte du département, elles vont survoler les châteaux emblématiques de la région. Le vol démarre à une 50aine de kilomètres au nord de Valence. Voici la tour d'Albon. Elle est considérée comme le berceau du Dauphiné. C'est à partir de ce château, édifié entre les Xe et XIIIe siècles, que les seigneurs d'Albon ont constitué cette puissante principauté. À son apogée au XVe siècle, elle réunira une partie de la Drôme, de l'Isère et des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit site au niveau de sa grandeur. Il faut vraiment aussi imaginer, au pied de la tour, il y avait aussi un palais et une chapelle. Là, on la voit bien avec son chœur
Et puis, juste au pied de la tour, donc ce grand bâtiment rectangulaire qui était un palais de ces seigneurs. La plupart de ces châteaux datent de l'an 1000. À cette époque, la Drôme est rattachée au Saint-Empire romain germanique, mais le pouvoir appartient aux seigneurs locaux. Les seigneurs vont prendre de plus en plus de pouvoir face au pouvoir royal qui est lui plutôt déficient. Et là, il y a vraiment une éclosion à la fois de modes castrales, de donjons, de châteaux plus importants. Et on peut aujourd'hui inventorier près de 600 châteaux dans la Drôme. Donc on sent que vraiment la Drôme a été une terre d'éclosion de châteaux assez formidable. Le vol se poursuit au sud du département, en Drôme provençale. Parmi les seigneurs qui se disputent ce territoire au Moyen-Âge, la famille des princes d'Orange. Leur fief, le château fort de Suze-la-Rousse, qu'ils font construire au XIIe siècle. Entouré de forêts, il domine le petit village de Suze. On comprend vraiment sa position au bout du promontoire, là aussi qui domine la petite vallée. Et il est vraiment tout au bout de la Garenne, cette forêt, les seigneurs chassaient le lapin. Avec ses tours crénelées et ses mâchicoulis, l'ancienne forteresse médiévale est quasiment intacte. Au XVIe siècle, elle devient une demeure de plaisance. Une cour d'honneur, typique de la Renaissance française, est alors bâtie à l'intérieur du château. Ce qui est étonnant, c'est ce contraste entre un extérieur très fortifié et l'intérieur de cette cour très subtile, vraiment avec une architecture très fine. Un petit détail que je trouve très amusant, c'est que dans le château, on trouve encore la porte du dernier recours, donc qui se trouve au pied d'une des tours et par laquelle pouvaient rentrer donc les habitants du vieux village. S'il y avait un danger, ils venaient se réfugier donc dans la cour du château. Et je trouve ça très très émouvant. Autre famille qui a marqué l'histoire de la Drôme provençale, les Adhémar. L'un des premiers châteaux qu'ils ont fait construire se trouve à Montélimar, sur la rive gauche du Rhône. Contraction de Mont des Adhémar, la ville s'est développée au pied de ce palais médiéval. Protégé par une enceinte fortifiée, il abrite un logis seigneurial, un donjon et une chapelle. On le voit bien, la façade ouest du corps de logis qui est très intéressante parce qu'il y a un porche monumental qui permettait justement de traduire l'importance de la famille des Adhémar. Façade qui est aussi ornée donc, de fenêtres à colonnades. C'est un château qui n'a pas été réaménagé ensuite, qui est resté dans son jus. C'est vraiment un témoignage de l'architecture médiévale. En plus du château de Montélimar, les Adhémar ont possédé jusqu'à 11 places fortes dans la Drôme. À quelques kilomètres, voici un autre de leurs fiefs. Perché sur sa colline, le vieil Allan domine la vallée du Rhône. Fondé au XIIe siècle, il a existé pendant 700 ans, avant que ses habitants ne déménagent au pied de la butte. Une association se bat aujourd'hui pour sauvegarder le vieux village. Elle compte une vingtaine de membres actifs. Et ce matin, c'est jour de débroussaillage.
Depuis le départ de la dernière habitante, en 1902, le site est totalement abandonné. Martine, là, c'est un village fantôme, là. Ça donne cette impression-là. Mais qui sait s'y pencher et s'y attarder et qui lit les murs? Les murs sont de véritables livres d'histoire et vont vous révéler la vie qui a existé. Et au bout d'un moment, vous sentez ça. Il y a une âme. C'est pas un village fantôme, en tout cas pas pour moi. L'église du village est le dernier édifice à avoir été délocalisé. Gravé dans la pierre, des traces de ses anciens paroissiens. J'ai trouvé des inscriptions là. Ah, alors là, en soulevant une pierre, là je vois Chanon, 1914 et même avant 1890. Quand je vous disais qu'il avait une âme, ce village, vous voyez, ils ont laissé des traces. Jusqu'à 700 habitants ont vécu entre ces murs. Parmi eux, des notables qui gardaient la place forte pour le compte des Adhémar. Et voici sans doute leur ancienne demeure. Je ne sais pas si, normalement si. On pense qu'ici, peut-être, c'est la famille d'Allan, Allan, qui a donné son nom au village ensuite, qui habitait ici. Donc nous, on l'appelle la maison des chevaliers, mais en fait, c'est plutôt une maison bourgeoise. C'est la seule qui ait encore une fenêtre authentique. Regardez là-haut. Comme la plupart des bénévoles, Martine Blanc a des ancêtres qui ont habité ici. Là aussi, c'est marrant, la ruelle qui conduisait au bistrot. Les femmes allaient à l'église et les messieurs allaient au bistrot, là-bas au fond de la ruelle. Alors, je vais vous emmener où habitaient mes ancêtres. Donc ici, les maisons étaient collées contre ce rempart, ici. Et puis, ici, de ce côté. Donc, je crois que je dois me faire un devoir de venir débroussailler les maisons de mes ancêtres parce que je vois que ça a bien poussé. Alors là, j'imagine une de mes arrière-grand-mères penchée à cette fenêtre à regarder le temps, à regarder le paysage. Moi, je suis toujours très émue ici. Vraiment, je sais pas, je suis empreinte de respect pour tout le travail. Ici, ils ont souffert, ils ont travaillé, ils ont eu des enfants, ils en ont perdu. Je ne peux pas m'empêcher dans ces ruelles de penser à tous ceux qui vécurent ici, dans ce vieux village. L'ambition de l'association n'est pas de reconstruire entièrement le village, mais d'entretenir et de consolider les ruines existantes. Elle est trop lourde, hein. Là, sur un plat. Je suis tombée amoureuse du village il y a quelques années, en venant avec les copains, comme on dit, quand j'étais jeune. Et quand j'ai vu que j'avais un peu plus de temps, toujours autant amoureuse du village, je me suis dit, je vais participer à la rénovation. Et puis j'adore ça. Je m'y plais, j'y vis, les pierres parlent. Quand je suis ici, je suis très très bien. C'est formidable. Je vois que beaucoup de gens sont là et puis qu'eux-mêmes se prennent au jeu. Je vois qu'ils découvrent une maison, une fenêtre. Et évidemment, quand on découvre ça, on découvre la vie. On n'a plus le même retentissement. C'est plus une ruine, c'est un lieu de vie. À la prochaine tous. Et on lève le verre au vieux village et à tous nos ancêtres. En route pour le château de Grignan, Christelle Burgard passe au pied d'un autre fief des Adhémar. On passe à la gare d'Adhémar, donc qui est un village perché et qui a appartenu donc à la famille des Adhémar et qui a un château d'époque, donc Renaissance. Les seigneurs cherchaient à vraiment dominer la vallée du Rhône et aussi il y avait un aspect chaque fois un peu défensif, quoi, parce que il fallait se protéger aussi des autres seigneurs de la Drôme provençale. Le château de Grignan est le fleuron des Adhémar. C'est aujourd'hui la propriété du département.
Maîtres des lieux depuis le XIIe siècle, ces seigneurs transforment peu à peu l'ancienne forteresse militaire en château d'apparat. Au XVIe siècle, elle est dotée d'une somptueuse façade, typique de la Renaissance française. Un siècle plus tard, la marquise de Sévigné y séjourne à plusieurs reprises. Le château est alors à son apogée. Grâce à elle, il connaît jusqu'à aujourd'hui une grande renommée. Donc là, nous sommes dans la cour du Puy, qui témoigne de différentes périodes de construction du château. Dans cette partie-là, on était vraiment dans une partie la plus ancienne. Il faut imaginer au XIIe, en tout cas, plutôt un château fort, plutôt avec des donjons très défensifs. Et peu à peu, les seigneurs vont agrandir, moderniser le château, notamment cette belle galerie, donc Renaissance, pour créer vraiment un logis habitable, plus confortable. Après la Révolution, le château tombe peu à peu en ruine. Les pillages successifs ont alors raison de sa splendeur. Au début du XXe siècle, l'édifice est sauvé par Marie Fontaine, une riche veuve de la haute bourgeoisie parisienne. C'est le début d'une nouvelle ère. Quand Marie Fontaine rachète le château effectivement en 1912, il faut s'imaginer notamment la cour du Puy en ruine, au moins pour le tiers supérieur. La toiture était démantelée ainsi qu'on va dire le niveau supérieur de cette façade. Et donc le grand projet de Marie Fontaine va être de reconstruire ces façades à partir des vestiges encore en place. Femme de défi, Marie Fontaine décide de consacrer toute sa fortune à la reconstruction du château. Le chantier démarre en 1913. Il va durer 12 ans. Éclipsée par la notoriété de la marquise de Sévigné, cette femme providentielle a longtemps été oubliée. Aujourd'hui, on redécouvre son œuvre colossale, à laquelle les conservatrices veulent rendre hommage. On aurait le lit au centre, donc le crucifix au-dessus. On revoit aussi... Grâce à des photos prises dans les années 20, elle tente de reconstituer les appartements privés de Marie Fontaine. Il pourrait tout à fait être restitué après restauration. Alors, celui-ci viendrait plutôt dans l'angle. Les murs et le trumeau de l'époque ont déjà été restaurés. Marie Fontaine a éminemment voulu pour sa chambre un décor assez léger, un style néoclassique, plutôt féminin. L'usage qu'elle en a, il faut bien le comprendre, c'est à la fois un usage lié à la détente, puisqu'elle aménage une partie de sa chambre en petit salon. Voilà, c'est un appartement dans lequel, au-delà de la nuit, elle va y passer du temps pour elle. On sent qu'elle veut vraiment être dans la continuité de l'esprit du château. Et ça dit du goût d'une société et surtout de la haute bourgeoisie qui a plus un regard vers le passé plutôt que se dire bon ben j'assume d'être au XXe siècle. Motif néo-gothique, plafond néo-renaissance, cheminée monumentale, Marie Fontaine fait appel à des artisans de la région pour décorer le château. Dans la galerie des Adhémar, elle fait sculpter un somptueux lambris en noyer. Donc là, on rentre dans le salon de Marie Fontaine, un salon qui s'ouvre sur le paysage. Et il faut imaginer donc la porte-fenêtre qui ouvre sur le balcon et les terrasses du château. Principal défi déjà relevé par les conservatrices, reconstituer le papier peint de l'époque.
disposé dans son salon. Pour ce faire, nous avons travaillé avec un artisan d'art qui réimprime, selon la technique ancienne du XVIIIe siècle, du papier peint à la planche. Et c'est le projet un peu fou qui a été réalisé ici, c'est-à-dire qu'à partir de ces photos, il a pu reconstituer donc les motifs du papier peint. On est comme des amis de Marie Fontaine. On s'imagine comment elle vivait. C'est important aussi de s'immerger. Et c'est assez passionnant, voilà, de se projeter et d'essayer de rendre au public cette manière de vivre. Au pied du château, le village de Grignan. Profitant de la prospérité des Adhémar, il s'est construit tout autour de l'ancienne place forte. Pour mettre en valeur le bourg médiéval, une extraordinaire collection de roses anciennes a été plantée. Au total, 400 rosiers de plus de 150 variétés embellissent ces murs en pierre. Ils sont entretenus par une association d'habitants du village. C'est un tableau vivant à chaque endroit, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment le végétal qui se marie le mieux avec les remparts, avec les pierres, avec... c'est un beau mariage, quand même. Hein. La plupart de ces rosiers sont des variétés d'avant le XXe siècle. Comme celui-ci, qui faisait partie de la collection de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Ce sont des rosiers qui ont été créés avant 1914. En fait, après 1914, il y a eu beaucoup de rosiers qui ont disparu parce qu'à la Grande Guerre, malheureusement, les obtenteurs, ils ont disparu aussi un peu comme les autres personnes. Et il y a beaucoup de rosiéristes qui sont morts et donc des rosiers qui ont été perdus, qui n'ont pas été entretenus, des collections qui n'ont pas été entretenues. La collection de roses anciennes de Grignan s'étend jusqu'au pied du château. Des rosiers aux formes bien particulières. Quand vous achetez un bouquet de roses, la fleur elle est toute droite sur une tige bien dressée avec un bouton pointu. Là, vous avez plutôt, dans la rose ancienne, un bouton qui va être rond et un port retombant. Et c'est ce qui lui donne toute sa grâce, toute sa volupté, toutes ces qualités que nous aimons, je pense. La collection de Grignan compte une nouvelle espèce de rose, plantée récemment par l'association. Alors ça, c'est le rosier que nous avons baptisé la semaine dernière. Il a été dédié à Marie Fontaine. Il s'appelle « Pour l'amour d'un château », parce que pour acheter un château à 57 ans, en 1912, en étant une femme, pardonnez-moi, il fallait avoir un sacré courage. Hein. Donc je pense que, voilà, on lui devait bien une rose quand même. Je crois. Allez, regarde bien les émotions, ça commence maintenant. C'est parti. Christelle Michel, ingénieure, décolle pour une mission d'inspection au-dessus de la rivière Drôme. C'est tout bon pour toi? Oui, ça va. Son objectif, vérifier le bon état écologique du cours d'eau. Bon, tu vois la confluence là, des deux rivières, on va être juste droit dessus à peu près à cette altitude-là. D'accord. Avant de se jeter dans le Rhône, la rivière Drôme parcourt d'est en ouest une centaine de kilomètres. Son tracé coupe quasiment le département en deux moitiés. Donc là, on est en plein dans la plaine alluviale de la Drôme. Donc on est parti de la confluence avec le Rhône et là on remonte direction plein est. Et là, on arrive en fait sur un site emblématique
naturelle des Ramières. C'est l'une des 20 réserves naturelles fluviales en fait, qui se trouvent en France. La réserve des Ramières a été créée en 1987. Elle s'étend sur près de 10 km le long de la rivière. On est toujours sur ce site remarquable, donc avec une forêt alluviale qui est relativement importante. Elle est complètement préservée, ce qui n'est pas le cas forcément un peu plus à l'amont comme nous allons le voir. Oula, ça bouge là. La Drôme est l'une des dernières rivières d'Europe sans barrage. C'est aussi l'une des dernières dites en tresse. Ces cours d'eau sont caractérisés par un entrelacement de chenaux, séparés par des bancs de galets. Depuis quelques années, le lit de la rivière a tendance à s'enfoncer et à se rétrécir, entraînant la disparition de ces fameuses tresses. Alors c'est vrai que là, la rivière en tresse est en train de disparaître, laissant la place à un tronçon rectiligne. On perd un petit peu la diversité des paysages fluo qu'on aime en Drôme. Les causes de ce phénomène sont nombreuses. Et notamment en fait l'extraction de matériaux pour la construction individuelle, pour les travaux publics. Il y a aussi la stabilisation des berges, notamment aux endroits où l'homme est bien présent, avec une forêt qui est vieillissante. Donc ça a des conséquences assez néfastes, notamment pour certaines populations. Lieu de frayère en moins pour les poissons, arbres qui n'arrivent plus à s'hydrater, ponts qui se fragilisent, les dégâts sont dramatiques. Pour freiner ce mouvement, les scientifiques ont réalisé une expérience sur une portion de la rivière, en amont, dans la région du Diois. Tu sens l'air beaucoup plus frais maintenant, là. Ouais, là il fait plus frais. Là. On est à 3500 pieds. Là on est vraiment dans un secteur préalpin. Superbe. Le site d'étude a été implanté juste en aval du saut du Claps, un éboulement de rochers spectaculaire qui s'est produit en 1442. Un pan entier du flanc de la montagne s'est alors décroché pour atterrir dans la rivière. Des blocs de pierre gigantesques ont barré le cours d'eau jusqu'en 1804, lorsqu'un tunnel a été creusé pour que l'eau puisse s'écouler. Grâce à cette ULM, Christelle Michel réalise chaque année une série de photographies du site mises en place par les scientifiques. Donc je vais regarder un peu la caméra, je vais commencer à lancer les prises de vue. Sur ce tronçon de 400 mètres, ils ont eu l'idée de réinjecter du galet le long des berges de la rivière. Dès qu'il y aura une crue importante qu'on attend maintenant depuis 2005, à ce moment-là, tout va dégager assez rapidement. Grâce à cet apport de galets, les scientifiques espèrent freiner le mouvement d'affaissement de la Drôme pour qu'elle conserve sa morphologie unique. Rivière typique des Préalpes, elle prend sa source au sud du massif du Vercors. Au début de sa course, dans le Diois, elle présente encore un caractère sauvage. C'est torrentiel comme rivière, c'est alimenté par toutes les montagnes qu'on voit tout autour de nous dans le cirque là. Donc c'est clair qu'il y a un petit peu du bouillon comme on dit, ouais. Mais bon, c'est ça qui est rigolo. Le plaisir, c'est quand ça bouge un peu, quand il y a quelques remous comme là, il arrive, on va se retourner là. Jérôme Vincent est vigneron à Barsac, une petite commune du bord de la Drôme. La rivière, cet enfant du pays la connaît par cœur. En fait, c'est l'ambiance paysage, baignade, fraîcheur
Et puis on est tranquille, quoi. Moi, j'adore. Ce matin, il emmène des amis à la découverte de ce cours d'eau, canotable presque toute l'année et sur sa quasi-totalité. Devant nous, on a la petite montagne du Papichon qu'on appelle chez nous. C'est le grand virage que la Drôme fait, la rivière Drôme fait en remontant cette vallée. Et là, on est au lieu-dit où la Drôme vient taper contre le rocher. D'ailleurs, on voit bien que tout éboulé depuis des millénaires, quoi. Et là, on va se retrouver à 90 degrés pour prendre l'axe avec des nouveaux visus sur les montagnes. Dans le Diois, la rivière Drôme est bordée par des champs de vignes à perte de vue. Ici, c'est le royaume de la Clairette de Die. Ce vin blanc pétillant est le fleuron local. Culminant à 700 mètres d'altitude, son vignoble est l'un des plus hauts de France. Dans la famille de Jérôme, on est producteur de clairette de père en fils. Alors là, on retrouve typiquement les vignes en coteaux de la Clairette de Die, avec le cépage muscat notamment, qui s'exprime super bien sur ce style de terroir. Là, on est sur des grès notamment, là. On est au cœur de l'appellation. Économiquement, c'est un des poumons de notre vallée, ça c'est certain. C'est certain pour tous les emplois qu'elle procure, les exploitations qu'elle fait vivre. Selon la légende, ce vin serait cultivé dans la région depuis 2000 ans. Au temps des Romains, on aurait retrouvé dans un ruisseau, un hiver, une jarre remplie de cépages muscat. Et ils auraient retrouvé, après plusieurs mois de fermentation, en fait, un vin légèrement pétillant. Et cette légende a construit la Clairette de Die. À la fin de la journée, Jérôme emmène ses amis dans un des ruisseaux qui alimentent la Drôme, un endroit connu des seuls initiés. Ben là, on est aux cascades de Pontet. Voilà. C'est pas très connu, mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. C'est qu'on est à quelques centaines de mètres de la rivière Drôme, tout le monde passe à côté. Mais voilà, ça fait partie des petites curiosités de notre région, ouais, on adore. Ouais.